Un pays coupé du monde, une dynastie qui se transmet comme une couronne. Et un enfant, né dans l'ombre, formé dès son plus jeune âge, à devenir le prochain maître absolu de 25 millions d'êtres humains. Bienvenue en Corée du Nord, le dernier grand régime communiste héréditaire de la planète, où le pouvoir ne se gagne pas dans les urnes, il se transmet. Kim Jong-un, né en 1984, troisième fils de Kim Jong-il, lui-même fils du fondateur du régime, Kim Il-sung. Au départ, rien ne semble pourtant le désigner comme l'héritier naturel. Il grandit à l'écart des regards. Une partie de son adolescence se déroule même en Suisse, sous une identité d'emprunt, dans un établissement scolaire de Berne. Pendant quelques années, le futur dirigeant nord-coréen mène une vie qui ressemble à celle de n'importe quel adolescent européen. Basketball, jeux vidéo et découverte de la culture occidentale. Une étonnante contradiction avec l'image du dirigeant qu'il deviendra plus tard, dans un pays où le régime s'efforcera soigneusement d'effacer toute trace de cette jeunesse passée loin de la Corée du Nord. Mais, dans l'ombre du palais, une bataille silencieuse fait rage. Kim Jong-il a 3 filles, et en Corée du Nord, la succession ne se joue pas à l'ancienneté. Elle se joue à la loyauté, à la discrétion et à la capacité à ne jamais apparaître comme une menace pour le pouvoir en place. L'aîné tombe en disgrâce après avoir tenté d'entrer clandestinement au Japon pour visiter Disneyland muni d'un faux passeport. Un incident presque comique en apparence, mais qui va sceller son destin politique. Le deuxième fils, considéré comme trop efféminé, selon les critères du régime, pour incarner l'autorité militaire, est à son tour écarté. Il ne reste alors qu'un seul candidat, Jong-un. À partir de 2009, les signes se multiplient. Il est progressivement introduit dans l'appareil militaire, reçoit des titres prestigieux et apparaît aux côtés des hauts gradés. Le régime construit alors sa légitimité étape par étape, jusqu'à façonner une véritable mythologie officielle autour de sa naissance, soigneusement conçue pour rappeler celle de son grand-père, Kim Il-sung. Tout est pensé pour donner l'image d'un héritier destiné à poursuivre la lignée familiale. Le 17 décembre 2011, Kim Jong-il meurt d'une crise cardiaque à bord d'un train. Pendant près de 2 jours, la nouvelle reste secrète. Puis, lorsque la télévision d'État finit par l'annoncer, le pays tout entier bascule dans le deuil. Des scènes de tristesse extrême envahissent les rues. Difficile de savoir ce qui relève de l'émotion sincère ou de la mise en scène, dans un système où pleurer le leader n'est pas simplement une réaction, c'est une obligation. Kim Jong-un n'a alors que 27 ans. Jamais, ou presque, un dirigeant communiste n'est arrivé au pouvoir aussi jeune, avec aussi peu d'expérience politique connue. À l'époque, de nombreux analystes occidentaux émettent de sérieux doutes. Ce jeune héritier pourra-t-il seulement tenir face aux vieux généraux et aux puissants cadres du régime qui l'entoure ? Ce qu'ils ignorent encore, c'est que Kim Jong-un s'apprête à mener une série de purges extrêmement brutales pour éliminer ses rivaux et consolider son pouvoir. Un processus qui va transformer ce jeune homme au visage rond en dirigeant incontesté de la Corée du Nord. Et surtout, presque personne ne voit encore venir ce qui va suivre. Décembre 2013. Le monde découvre avec effroi une scène qui semble tout droit sortie d'une tragédie shakespearienne. Jang Song-taek, l'oncle par alliance de Kim Jong-un, considéré pendant des années comme l'un des hommes les plus puissants du régime, est arrêté publiquement en pleine réunion du parti. Pendant un temps, certains le voient comme l'homme capable d'encadrer le jeune dirigeant, voire d'influencer ses décisions. Mais devant les caméras de la télévision d'État, Jang Song-taek est brutalement arrêté et emmené sous escorte. Quelques jours plus tard, il est exécuté. Le message envoyé à l'élite nord-coréenne est aussi simple que glaçant. Personne n'est intouchable. Pas même un membre de la famille. Avec cette exécution, Kim Jong-un adresse un avertissement à tous ceux qui pourraient un jour contester son autorité. C'est un tournant majeur dans son règne. Le jeune dirigeant que certains pensaient encore manipulable par les anciens cadres du régime commence à imposer son propre pouvoir. Désormais, Kim Jong-un veut montrer une chose. En Corée du Nord, les règles sont fixées par lui. Et pour le prouver, il est prêt à éliminer jusqu'aux membres les plus proches de son propre entourage. Février 2017. Aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. Un homme avance tranquillement dans le terminal. Soudain, 2 femmes s'approchent de lui et lui appliquent une substance sur le visage. Quelques minutes plus tard, son état se dégrade brutalement. Il meurt avant même de pouvoir être secouru. Cet homme s'appelle Kim Jong-nam, le demi-frère aîné de Kim Jong-un, autrefois considéré comme un possible héritier avant d'être écarté de la succession. Les autorités malaisiennes identifieront plus tard la substance utilisée comme du VX, un agent neurotoxique extrêmement mortel, classé parmi les armes chimiques les plus dangereuses. L'enquête malaisienne soupçonnera rapidement l'implication d'agents nord-coréens. Pyongyang, de son côté, niera toute responsabilité. Un membre de la famille dirigeante éliminé en plein aéroport international dans un pays étranger, en plein jour. Cette affaire dépasse alors largement le cadre d'une simple lutte interne pour le pouvoir. Elle révèle surtout jusqu'où le régime nord-coréen pourrait être prêt à aller pour neutraliser une menace potentielle, même lorsqu'elle se trouve à des milliers de kilomètres de Pyongyang. Le message est glaçant. Pour Kim Jong-un, même l'exil ne garantit pas la sécurité. Mais
gouverné uniquement par la peur, ne suffit pas à maintenir un régime pendant des décennies. Kim Jong-un entreprend alors de moderniser l'image du pouvoir familial. Contrairement à son père, Kim Jong-il, longtemps resté secret et presque invisible, il choisit de se montrer. Il sourit, serre des mains, se mêle à la population et apparaît publiquement aux côtés de son épouse, Ri Sol-ju. Sous ses prédécesseurs, une telle exposition aurait été difficile à imaginer. À Pyongyang, il investit également dans de nouvelles infrastructures, parcs aquatiques, stations de ski, bâtiments modernes et espaces de loisirs. L'objectif est clair, projeter l'image d'un pays moderne et prospère, du moins pour une partie privilégiée de la population de la capitale. Mais derrière cette nouvelle image, la propagande d'État continue de construire un véritable personnage. Kim Jong-un est présenté comme un stratège militaire, un dirigeant proche du peuple et un héritier providentiel, capable de protéger la nation face à ses ennemis. Deux visages apparaissent alors. D'un côté, la peur et la répression pour maintenir l'élite sous contrôle. De l'autre, l'image soigneusement mise en scène d'un dirigeant accessible, moderne et proche de son peuple. Une stratégie de pouvoir redoutablement efficace. Mais derrière cette transformation se cache une ambition bien plus importante encore. Faire de la Corée du Nord une puissance nucléaire capable de s'imposer sur la scène internationale. Pendant que le monde le sous-estime, Kim Jong-un accélère un programme que ses prédécesseurs avaient commencé à développer. Entre 2016 et 2017, la Corée du Nord multiplie les essais nucléaires et les tirs de missiles à un rythme inédit. En septembre 2017, Pyongyang affirme avoir réussi un essai de bombe à hydrogène, une arme thermonucléaire dont la puissance potentielle est largement supérieure à celle d'une bombe atomique classique. Au même moment, le régime développe et teste plusieurs missiles balistiques intercontinentaux. Selon de nombreux experts, ces engins sont conçus pour être capables, à terme, d'atteindre le territoire continental des États-Unis. Cette accélération provoque une escalade spectaculaire avec le président américain de l'époque, Donald Trump. Les deux dirigeants s'échangent des menaces publiques, multipliant les déclarations particulièrement virulentes, jusqu'à transformer leur confrontation en véritable duel verbal suivi par le monde entier. Pour Kim Jong-un, l'arme nucléaire représente bien plus qu'un simple outil militaire. Elle constitue une garantie de survie pour son régime, car tant que la Corée du Nord dispose de la capacité, même théorique, de frapper une puissance étrangère sur son propre territoire, le coût d'une intervention militaire contre Pyongyang devient considérablement plus élevé. La bombe devient alors pour Kim Jong-un une forme d'assurance vie politique. Puis, coup de théâtre. En 2018, celui que le monde décrivait encore comme un dirigeant reclus et menaçant franchit la ligne de démarcation entre les deux Corées pour serrer la main du président sud-coréen Moon Jae-in sous les yeux des caméras du monde entier. Quelques mois plus tard, à Singapour, Kim Jong-un réalise un geste historique. Il devient le premier dirigeant nord-coréen en exercice à rencontrer directement un président américain. Face à Donald Trump, il apparaît sur la scène internationale comme jamais auparavant. La photo fait immédiatement le tour du monde. Mais derrière ces images historiques, les résultats concrets restent limités. Les sommets ne débouchent pas sur un accord définitif de dénucléarisation et les négociations finissent par s'enliser. Pour de nombreux analystes, Kim Jong-un a néanmoins remporté une victoire diplomatique importante. Il obtient une visibilité et une légitimité internationale inédites, tout en conservant l'essentiel de son programme nucléaire. Autrement dit, il réussit à s'imposer comme un interlocuteur incontournable sans renoncer réellement à son arsenal, un véritable coup de maître diplomatique, ou, du moins, une démonstration parfaitement orchestrée de son pouvoir. Aujourd'hui, plus de 10 ans après son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un dirige toujours la Corée du Nord d'une main de fer. Dans le pays, une partie de la population reste confrontée à de graves difficultés alimentaires, tandis que les ressources de l'État continuent d'être largement consacrées à l'armée et au développement du programme nucléaire. La pandémie de Covid-19 a également renforcé l'isolement du pays, déjà considéré comme l'un des États les plus fermés au monde. Mais ces dernières années, un nouveau basculement stratégique est en train de s'opérer. Pyongyang s'est considérablement rapproché de Moscou, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. La Corée du Nord a fourni à la Russie des armes et des munitions et, selon plusieurs gouvernements et experts, a également envoyé des soldats pour soutenir les forces russes. En retour, Moscou pourrait fournir à Pyongyang une aide économique, militaire et technologique susceptible de renforcer ses capacités stratégiques. Ce rapprochement entre les deux pays pourrait ainsi modifier certains équilibres géopolitiques en Asie et au-delà. Kim Jong-un, l'héritier sous-estimé de 2011, s'est transformé en un peu plus d'une décennie en l'un des dirigeants les plus imprévisibles et les plus surveillés de la scène internationale. Mais une question demeure. Après avoir consolidé son pouvoir,
développer son arsenal nucléaire et renforcer ses alliances. Jusqu'où Kim Jong-un est-il réellement prêt à aller? Si cette plongée dans les coulisses du pouvoir nord-coréen t'a captivé, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rater aucune prochaine enquête. Un petit like m'aide énormément à faire connaître ce travail, alors n'hésite pas à l'activer. Et surtout, dis-moi en commentaire, selon toi, jusqu'où Kim Jong-un est-il prêt à aller pour garder ce pouvoir? Je lis tous vos avis et j'y réponds. À très vite pour la suite.